le projet que moi j'ai écouté en premier sous le conseil de Raphaël Dacruz. Ah, très bon conseiller, monsieur Dacruz. Évidemment. Oui, Mais tu sais, il m'a dit, voilà, tu vois, genre Souffrance, il m'a dit, franchement, c'est trop bien et tout. Peut-être que tu pourrais commencer par après celui de Tranche de Vie parce qu'il est un peu plus digérable et tout. Ouais. Il a dit, non, t'inquiète, moi, j'ai pas peur. Okay. Moi, j'aimais entrer dans le vif du sujet et tout, tu vois. Et parce que je suis un mec, j'écoute des rock martiano, des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, c'est des gens que t'écoutes un peu ou pas? Moi, Rap Quinry, j'ai pas vraiment de culture, tout, hein. mais c'est pas la première fois qu'on me compare à Rock Marciano. Je vois souvent cette allusion, mais il faudrait que j'écoute. J'ai pas forcément écouté, non. Ouais, faudrait que tu jettes une oreille. Vas-y. C'est très propre un peu à ce que tu fais, la manière de raconter des histoires, l'art des punchlines, l'art de l'écriture, ce genre de choses-là, tu vois. Et en vrai, du coup, j'ai écouté Tranche de Vie. Et ce qui m'a marqué, c'est exactement ça dedans, tu vois. Et déjà, moi, je vais te demander dans quel état d'esprit, quand tu l'as écrit, ce projet à l'époque, j'ai l'impression vraiment que, on sent que c'est dur, quoi. Ouais, Tranche de Vie, quand je l'ai écrit à l'époque, déjà, j'ai commencé son écriture, c'est un projet qui a été écrit sur 10 ans. Donc, le premier morceau de Tranche de Vie, je crois que c'est Périphérique, je l'ai écrit, j'en ai 22. Voilà. Et c'est un projet qui compile des textes que j'ai écrits toute ma vie, tu vois, en vrai. Et quand je l'ai écrit, j'étais dans un mode... j'étais marginal, tu t'intègres pas dans la société, t'as pas l'impression de voir de porte de sortie. Aussi, je l'ai écrit, j'ai mis quand même de l'espoir dedans, parce que j'ai toujours eu de l'espoir et j'ai toujours eu la volonté de quitter mon état, l'état dans lequel j'étais. Voilà. Et quand j'écris Tranche de Vie aussi, je l'écris en pensant que ce sera mon premier et dernier projet dans le rap. Et je l'écris avec une sincérité dedans où je dis des trucs que même à des personnes que je pourrais pas dire dans une discussion, c'est pas possible. Et je l'ai mis dedans. Donc voilà comment je l'ai écrit. Pourquoi ça t'a pris autant de temps finalement à le sortir? Pourquoi un tel processus? Parce que 10 ans d'écriture pour finalement le sortir à 32 du coup. Ouais, c'est ça, je crois, 2021. Parce que même commencer à entrer dans le rap à une période entre guillemets tardive, tu vois, pour les rappeurs, et je dis pas en mal, genre 2 Chainz il a commencé à 32, 33. Putain de star aujourd'hui, tu vois. Donc pourquoi autant de temps, tu vois? Parce que moi, à l'époque, ce qui m'intéressait, c'était de trouver quelque chose qui rapporte de l'argent. Et ce qui m'intéressait, c'était de m'en sortir financièrement. Donc moi, je voyais pas de porte de sortie financière dans le rap, parce que déjà, on était à l'époque du streaming téléchargement légal, où il y avait des gens qui sortaient des projets, et c'était des projets de fous, comme il y a eu Dissident qui a sorti un projet de fou, et le projet, il n'a pas eu l'impact qu'il aurait dû avoir. On l'avait tous téléchargé. Tout le monde l'écoutait, mais tout le monde l'écoutait gratuitement. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, j'y croyais pas forcément au rap. Je croyais pas en rap, donc j'ai plutôt essayé de m'intégrer, même tout ce qui est activité illégale et tout, je voyais où ça allait m'amener. Donc moi, dans ma tête, j'étais plus en mode, faut que je crée une entreprise, faut que j'essaye de m'insérer faut que j'ai une vie sociale normale, quoi, tu vois. Et après, j'ai monté une petite entreprise avec un pote à moi, tout ça. Bon, on a coulé parce qu'on faisait que de fumer toute la journée, en vrai. Et ensuite, j'ai repris mes études parce que je faisais des petits boulots, mais des boulots du style livreur, commercial porte-à-porte. Et tu vois, les gens de banlieue, en réalité, on est de la chair à canon dans le milieu du travail. Tu vois, nous, on a nos trucs de banlieue, mais quand on arrive dans le travail, les gens, ils comprennent qu'on connaît rien. Et en réalité, on se fait souvent exploiter. Donc moi, je me suis fait pas mal exploiter dans le travail. Donc j'ai repris mes études. Et ensuite, je suis devenu comptable. Et là, j'étais au taf. Donc je gagnais un salaire qui était meilleur, mais pas forcément avec des grosses prévisions d'augmentation, quoi. Le travail, ça allait jamais me rendre riche, en tout cas, tu vois. Donc voilà. Et aussi, j'avais dans le monde du travail, j'avais une boule au ventre. C'est-à-dire que j'avais l'impression de perdre mon temps. J'allais au travail tous les jours, et tous les jours, j'avais l'impression de perdre mon temps et de me dire, putain, je vois les années qui passent, et il se passe rien. À un moment, je me suis dit, là, frérot, à un moment donné, tu vas avoir des regrets, et tu vas te réveiller trop tard. Et en fait, je suis arrivé à un âge où je me suis dit, mais là, en fait, c'est la dernière minute. C'est soit tu fais un truc maintenant, soit tu fais rien de ta vie. Et donc, j'ai arrêté le taf pour terminer Tranche de Vie, parce que j'arrivais pas à terminer l'écriture de cet album avec le boulot à côté, tu vois. Et donc, voilà. Et c'était important pour toi, du coup, de vivre une vie passionnée, parce que c'est vraiment se lancer dans quelque chose où tu sais pas du tout vers là où tu vas te diriger. C'est encore moins certain, finalement, que travailler dans un job
24/7, tu vois. Ouais, bien sûr. Ah bah, c'est beaucoup moins certain. C'est beaucoup plus de stress, beaucoup plus de pression, parce que le loyer, c'est sûr tu dois le payer à la fin du mois, tu vois. Et dans la musique, c'est pas sûr que tu vas rentrer de l'argent à la fin du mois, surtout quand tu te lances. Donc, moi, j'ai fait ça en me disant, je veux pas avoir de regrets, parce que ce qu'il y a de pire que ça, pour moi, c'est crever en se disant, j'aurais pu faire ça. Et ne pas y être allé à fond. Et ensuite, pourquoi j'ai choisi les études comptables? Déjà parce que j'aime l'entrepreneuriat et aussi parce que c'est un métier en tension. C'est un métier où si tu as un problème, dans 3 jours, tu trouves du taf. Il n'y a aucune galère. Donc moi, avant que Tranche de Vie sorte, j'avais déjà retrouvé du taf. Pour moi, c'était terminé, tu vois. Mais au moins, j'avais ce truc serein de me dire, je l'ai fait, j'ai terminé quelque chose. J'ai abouti sur quelque chose, sur cette passion que je traîne en moi depuis tellement de temps. Et dans laquelle j'ai rien fait jusqu'ici, tu vois. T'appliques l'entrepreneuriat, ce que tu as appris dans ta vie de tous les jours maintenant pour pouvoir justement gérer ta carrière dans le rap, des trucs comme ça. De fou. Moi, j'ai l'impression que toute ma vie, elle m'a amené là où je suis. Tu vois, j'étais commercial porte-à-porte. Mon travail, c'était, on arrivait, on roulait, on voyait un bâtiment, tellement charbon, 14 étages, et on toquait à toutes les portes. Et il fallait vendre le contrat. Tu vois, bam, donc tu trouves une déballe, tu trouves des punchs, tu trouves des trucs, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, ensuite, quand j'ai été... Est-ce que ça développe un peu ton mental, genre j'en ai plus rien à foutre derrière, de travailler comme ça dans des milieux comme ça où tu dois toquer chez les gens, t'en as rien à foutre, tu fais ce que t'as à faire, tu vois. Ouais. Bah, en tout cas, c'est sûr que moi, j'étais un mec plutôt timide. Le porte-à-porte, je peux te dire qu'au début, t'es là, tu toques, t'es un peu... oui, bonjour. À la fin, tu toques, tu mets le pied, tu manges le couscous. Je te dis la vérité. T'es là, la personne, elle te sort à bouffer. T'es posé tranquille, hein. Ouais, ça développe. Le porte-à-porte, ça développe. Gros, moi, j'aurais tellement pas le courage pour faire ouais. Non, mais en fait, comme j'étais payé que à la commission, c'est-à-dire, au début, t'es timide. Tu vois ton salaire, tu prends 300 balles à la fin du mois. Je peux te dire que t'as l'écrou. T'arrives, t'as l'écrou, t'es énervé. T'es énervé après. Donc voilà, et puis après, la comptabilité aujourd'hui, je le dis aussi dans le featuring avec Kisha sur le dernier album, Meilleur, où je dis, le 26, le label, maintenant je sais pourquoi j'ai été comptable. Tu vois, parce que quand on a le label aujourd'hui avec Tony, aujourd'hui, quand on me parle comptabilité, même si moi je refuse de faire de la compta aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis artiste et je suis très bien, tu vois. Donc j'ai un comptable. Tu vois. Et aujourd'hui, par contre, quand tu me parles, je sais de quoi tu me parles. Tu me parles de bénéfices, tu me parles de chiffre d'affaires, tu me parles de provisions, tu me parles de trucs comme ça. Dans les discussions, je suis pas à l'ouest, tu vois. Voilà. Non, c'est drôle. J'ai l'impression qu'on est dans un podcast marketing de fou, là, c'est réel. Tu vois. Yes, ouais, un peu. Quand tu peux vendre des formations juste derrière, frérot. Ouais, j'arrive peut-être dans la formation, j'ai vu que c'est un business qui marche. C'est réel, c'est un business qui rapporte de l'oseille. On est là. C'est bien que tu me parles justement de son dernier album, parce que déjà, je trouve... Enfin, dans ton projet Tranche de Vie, j'ai vraiment envie de prendre un comparaison entre les deux, tu vois. Parce que dans Tranche de Vie, même comme tu dis, il y a un côté espoir, mais il y a un côté espoir qui est quand même beaucoup entouré d'une zone d'ombre, tu vois. Et je trouve même dans les titres de tes chansons, tu vois. Genre, par exemple, un de tes morceaux préférés, c'est Mauvaise Nouvelle, tu vois. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc, même dans le titrage de tes chansons, je trouve qu'on est vraiment dans quelque chose de très sombre. Et finalement, j'ai l'impression quand même qu'on arrive dans ton dernier projet, et même si c'est quelque chose dans lequel tu t'es poussé, c'est quelque chose peut-être tu crois plus encore maintenant fait de pouvoir t'en sortir réellement, tu vois. Puis même les conditions dans lesquelles tu étais avant justement tu parlais de ta relation avec les flics, avec les gens et tout. Et même là, c'est quelque chose que tu en parles, mais il y a une évolution dans la manière que tu as quand même de voir les choses et comment les gens se comportent par rapport à toi, tu vois. Ouais. Bah, en fait, l'évolution, elle était aussi... C'était un choix d'écriture. J'ai souhaité dans Hiver-Automne être sur une écriture un peu moins introspective que celle que tu vas retrouver dans Tranche de Vie. Ensuite aussi, moi, ma vie, elle a changé. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai plus d'activité où je risque la prison. Tu vois, aujourd'hui, je suis très heureux de vivre que de la musique. Et je le dis dans Puissance en bars, ça fait bien longtemps qu'un keuf a pas plié mon bras. Et j'en suis bien content. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'est réel. Par contre, je me fais toujours contrôler toutes les semaines. Tu vois, je me prends mon contrôle toutes les semaines. J'ai l'habitude. Voilà, est-ce que vous êtes connu des services de police? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Donc, ça reste mon quotidien quand même, ce rapport à la police. Tu vois, mais il est plus le même. Aussi, quand j'écris Tranche de Vie, j'ai l'impression que ça ne marchera jamais.
Tu vois, aujourd'hui, quand j'écris Hiver Automne, je suis dans le train. J'étais sur le quai en galère et là, je suis monté dans le train. Donc, je sais où je vais. On a réussi le plus difficile, ce qui était de monter dans le train. Aujourd'hui, on est dans le train. Et dans Hiver Automne aussi, dans mon écriture, j'ai envie de plus développer le personnage souffrance. C'est-à-dire que j'ai plus envie d'amener des choses, je peux pas dire fiction, mais une autobiographie plus romancée, où je vais parler de choses, de ma vision des choses, où je vais... En fait, avant, j'écrivais que avec le ventre, et là, je vais écrire aussi avec les yeux et les oreilles. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a des choses extérieures qui vont venir dans ma musique, et je me mets moins cette barrière de « si je l'ai pas vécu, je le rappe pas ». Tu vois, même si je me mets toujours une barrière de raconte pas des trucs, je vais jamais te raconter, je rentre dans la banque, je fais un braco, à part si je t'annonce que c'est du fictif, tu vois, à part si je l'annonce. Même musicalement, en termes des productions, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture un peu plus, tu vois, on reste dans quelque chose finalement qui reste propre à toi, vraiment de rap très rappé et tout, très années 2000 dans le rap français en termes d'influence, avec évidemment des choses plus modernes et tout. Mais là, je trouve que justement, c'est plus léger et justement, tout ça, ça sert ton propos finalement, tu vois. J'ai l'impression en tout cas que ça va vraiment dans ce sens-là et ça m'a beaucoup plu. Comment tu as choisi les personnes avec qui tu as travaillé sur des projets? Est-ce que c'est des personnes de longue date? Comment ça s'est fait? En fait, tout s'est passé en vérité très naturellement. Pourquoi? Parce que je commençais par Joel Hussein. Joel Hussein, moi je le rencontre quand Silla il nous invite à son Olympia. Et là on se retrouve tous les deux et on doit faire chacun 12 l'un après l'autre. Sur un instru qui nous a envoyé il y a 48 heures. Donc, on a adapté notre morceau. Donc là, on commence à se parler, savoir. Et puis, il y a Silla qui arrive et qui nous dit « Bon, les gars, l'instru, là, on va l'accélérer de 5 BPM. » Tu sais, il nous dit ça juste avant. Tu peux nous l'envoyer pour qu'on s'entraîne. Non, c'est mort. Tu vois, de toute façon, ça rappe ici, il nous dit. Je dis « Ok, ça rappe, on va y aller et tout. » Et à ce moment-là, on a discuté, et puis il était avec un frérot à lui qui s'appelle Kidao, si je me trompe pas, qui fait toute son image, tu vois. Et voilà, en tout cas, le côté humain, il est passé directement avec Joel. Et dans sa musique, Joel, je ressens une sincérité. Tu vois, moi, c'est important pour moi que quand j'écoute la musique, j'apprends à connaître le mec qui l'a fait et que je chante que cette musique lui appartient. Et Joel, il a ce truc ça à 400%. Il a une identité qui est tellement forte. Et aussi par rapport à sa pratique, pour moi, Joel, c'est quelqu'un qui m'impressionne dans sa pratique. Je me dis, ce mec, c'est un tueur à gages, tu vois. Et ensuite, on s'est revus par le biais de Oumar, du Havre, qui nous avait fait faire un freestyle. On s'est revus au freestyle et on a encore discuté. Et voilà, on se disait, faut qu'on fasse un morceau. Donc, quand je prépare mon album, moi, Joel, j'ai son nom qui arrive dans ma tête tout de suite. Je dis, allô, Joel, frérot, vas-y, c'est maintenant, on fait le bail. Et il m'a dit, ok, je suis chaud. Donc, super. Et on sort le titre à plus tard, que je trouve lourd de fou. Donc, voilà. Isha, lui, je l'ai rencontré, je crois que la première fois que je le vois, c'est par rapport à l'IMSA, si je me trompe pas. Et on discute ensemble et tout ça. Non, je crois que la première fois que je le vois, c'est à une Mehdi House Party. Et je le vois faire le son où il dit Biggie dedans. Je me rappelle plus du titre du son exact. Et je vois sur scène déjà, tu sais, ce son-là, c'est un son calme. Et je le vois sur scène, il l'envoie, il me met v'là la gifle. Je dis, ah ouais, chaud bouillant. Après, je m'intéresse plus à ce qu'il fait. Et en fait, Isha, ce qui me tue dans son art, lui, c'est la poésie qu'il amène. Tu vois, il a une poésie et des façons de dire les choses, encore une fois, qui sont super à lui. Il a une violence dans son écriture. Et en même temps, elle est enrobée de beauté. Tu vois, donc son écriture, elle me touche beaucoup. Et Isha, il est cru. Isha, il est cru, comme moi, je suis cru. Tu vois, donc je me reconnais là-dedans fort. Et Isha, pareil, quand j'avais sorti Haute Source, il m'avait parlé, il m'a dit, ouais, le morceau Métro, c'est une dinguerie. Il en avait fait une story. Donc, artistiquement, on était connectés, tu vois. Et pareil, pour moi, c'était naturel de l'appeler à ce moment-là. Et parce que pour moi, on fait partie de la même école. Tu vois, on fait partie de la même école. Réel, en fait, ça semble logique. En fait, ouais, c'est ça. Même quand on entend le morceau, sur quoi vous êtes lancé et tout, tu vois, c'était en même temps un peu expérimental, ouais, en même temps vraiment beaucoup de kickage et tout. Ouais. Finalement, on sent qu'il y a une connexion. Si tu peux faire ça qu'avec quelqu'un avec qui ça match. Ouais. Et ouais, Isha, ça match fort, je te dis franchement. Ensuite, Soprano. Soprano, lui, je reçois un message. Est-ce que t'es chaud de venir à mon Planète Rap? Ah, c'est lui qui t'a demandé. Ouais, il m'a demandé par message. Est-ce que t'es chaud de venir à mon Planète Rap? Donc, moi, je connais
connaissait un gars qui le connaissait, Yanis, et il me disait, ouais, Soprano, t'écoutes. Tu sais, je savais déjà qu'il me connaissait, tu vois, il savait qui j'étais, tu vois. Mais je m'attendais pas à recevoir viens dans mon Planète Rap, tu vois. Et là, Soprano qui me dit ça, je dis, bah oui, bien sûr, je viens dans Planète Rap. Donc j'écris un truc quoi, pour l'occasion. Je le fais au Planète Rap. Et voilà, je fais un morceau très kické. D'ailleurs, le morceau que je fais au Planète Rap, c'est le premier couplet de notre featuring. Et donc après, on discute et pendant la discussion, je comprends qu'il serait chaud de faire un morceau avec moi, tu vois. Et à un moment donné, je dis, putain, quel morceau on va faire ensemble Après, je me dis, bah, c'est simple en fait. Je lui dis, est-ce que t'es chaud de continuer derrière ce freestyle Et là, étant donné la DA de Soprano actuelle, je savais pas, moi, s'il allait dire oui ou non. Parce que c'est vachement étonant, justement, d'entendre sur un son comme ça, en feat Soprano et tout. En fait, tu sais qui tu sais, tu l'as vu, tu vois. Mais c'est vrai que maintenant, il est numéro 1 du top Mickey. Tu vois ce que je veux dire En même temps, c'est deux choses complètement différentes, tu vois. Et toi, t'as réussi à le ramener vers quelque chose de plus brut, en fait. Bah, plus brut, mais tu vois, malgré... En fait, pour moi, Soprano, il a changé de forme, mais il a gardé son intégrité. C'est-à-dire, Soprano, dans ses paroles, ça n'a jamais été le mec qui te disait d'aller tout brûler et de machin. Et il a gardé une intégrité, une sincérité. Et c'est pour ça que moi, Soprano, il aura toujours mon respect, parce que changer de forme, je veux dire, avec l'âge, t'évolues, et à un moment donné, c'est normal de changer de forme. Sinon, bah... En tout cas, moi aussi, j'ai changé de forme sur cet album pour pas me faire chier, tout simplement. Hein. Parce que si tu fais tout le temps la même chose, même dans la musique, la routine, elle revient et ça te fait chier, tu vois. Donc voilà, quand je lui envoie ça et qu'il me dit oui, je vais passer derrière, je dis bah il va kicker, c'est sûr. Tu peux faire quoi après un couplet comme ça à part kicker? Tu peux pas arriver et chanter, c'est pas possible, tu vois. Et là, je savais qu'il avait envie de découper. Je le sentais. Quand il me parlait, je le sentais qu'il allait m'envoyer une dinguerie. Et quand je reçois le truc, je dis, ah ouais, il m'a envoyé une dinguerie de fou. Il y a 4 flows, il y a des phases politiques, il y a des punchs, il y a du name dropping, il y a tout dedans. Il y a des références à sa propre carrière. Tu vois, Sopranoski, il y a la référence à la pochette d'Hostile. Tu vois, je crois que c'est dans ce mixtape aussi qu'il y avait le morceau Arrêté de Desporuti, si je me trompe pas. Donc tu sens, tu vois, ouais, voilà, tu vois, donc c'est folie. Donc vraiment, et ça c'est arrivé vraiment, on avait bouclé l'album. C'est vraiment le dernier feat, il est arrivé donc très naturellement comme ça, sans qu'on le prévoie quasiment, tu vois. Et ensuite, Chili Gonzalez, lui, ce qui s'est passé, c'est qu'il a kiffé un morceau d'Autre Source qui s'appelle Score. Il a contacté le pianiste qui est Max KDCH sur Score de Haute Source. Il lui a dit ouais, ton piano c'est incroyable, ce morceau incroyable. Et on a été amené, il m'a envoyé un message, je lui ai répondu. Et moi je connaissais pas vraiment je savais pas qui c'était ce gars, tu vois. Mais le pianiste, il me disait mais t'es fou, c'est un génie, c'est un monstre du piano, tu vois. Il avait sorti son projet piano solo, il est connu au niveau mondial le bordel. Donc je me rendais pas compte de la puissance du gars, quoi, tu vois. Et en fait, il me parle et tout, et puis il me dit ouais, on parle et il y a un quiproquo. Tu sais, moi je crois qu'il m'invite et lui il croit que je l'invite. Tu vois. Et ensuite il vient, je lui dis viens au studio. Ensuite il y a Max KDCH qui lui dit mais non, allez pas au studio, venez chez moi. On va chez Max KDCH, là c'était en janvier, et Max il pète un barbecue, donc barbecue en hiver, tu vois, le titre du morceau. Et le soir on commence à faire, et le morceau avec Chili, c'est le premier morceau de l'album. Ouais. C'est le premier morceau en vérité qu'on enregistre, et je me rends compte qu'en fait, parce que tu sais, souvent chez les musiciens, ils ont pas la culture rap. C'est-à-dire qu'un musicien, il va soit en faire trop, et c'est difficile. Tu te rends compte que le rap, c'est quand même une pratique. En fait, on croit que le rap, c'est facile, mais même tu fais un texte, tu demandes à quelqu'un d'autre le rapper, tu vas voir que le rap, en réalité, il y a une technique, il y a plein de choses. Tu vois. Et donc, Chili Gonzalez, je me rends compte que c'est un passionné de rap, mais de fou, et qu'il est connecté au rap, et quand on se parle, on se comprend. C'est fluide. On veut un truc, il sort 2 coups de piano, et direct, c'est une dinguerie. Tu vois. Et là, il sort une clé USB. Après ce truc-là, il la donne à Tony. Il dit, tiens, là, il y a des compos, fais-en ce que tu veux. C'est-à-dire, il n'a pas l'ego du musicien qui va dire, non, cette ligne, je veux qu'elle reste comme ça. Non. Donc, Tony, il les a torturés, ces samples. Et en fait, on a eu des samples originaux de Chili Gonzalez. Et ensuite, il était avec nous sur toute la construction de l'album. On lui faisait écouter tous les titres. S'il fallait rajouter un truc, il disait, moi, je vois ça. Et ça a été un architecte de cet album. Donc, vraiment, énorme rencontre, Chili Gonzalez. Ouais. Finalement, j'ai l'impression que toute la construction de cet album, ça a vraiment été fait dans la positivité, dans la beauté. Toujours. Franchement, toujours. Ça fait vachement plaisir à entendre, tu vois. Et c'est vrai, comme tu dis, les musiciens, la manière qu'ils ont de travailler avec les artistes et tout,
ça peut ne pas forcément coller, tu vois. Mais être avec quelqu'un qui capte tout de suite vers là où tu veux aller, c'est beau, tu vois. Ouais, c'est dingue, parce que le mec a fait des prods pour Drake, quand même. Donc, entre nous et Drake, il n'y a que Chili Gonzalez. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on a une personne de Drake. Ouais, je suis un contact de Drake. Tu vois, un contact de Drake. Un contact de Drake, tu vois. Mais est-ce que tu voudrais un feat avec Drake aussi? Je sais pas. Je sais pas, mais c'est vrai, bon, un featuring avec Drake, quand même, est-ce que quelqu'un peut vraiment le refuser? En réalité... Je sais pas. Est-ce que tu peux refuser un featuring avec Kanye West? On va pas rentrer sur ce débat. Surtout que nous, si on regarde un peu plus haut, Kanye, il est toujours dans la pièce, tu vois, mais voilà. Ouais, lui, il a des manières de communiquer assez spéciales. Oui, on est tout à fait d'accord, n'est-ce pas? Sans vouloir polémiquer. Bah, en réalité, je pense qu'on est... Ah, quand même, la moindre des choses. Est-ce que, déjà, tu penses que finalement, souffrance, ça te correspond toujours? Parce qu'en vérité, souffrance, c'est un nom qui est grave. En fait, tout de suite, c'est un mot qui est impressionnant, tu vois. Quand on entend souffrance, ça pose un cadre. Tout de suite, tu as quelque chose dessus, tu vois. Et ça correspondait à l'homme de tranche de vie, tu vois, logiquement. Est-ce que tu trouves que ça correspond toujours à l'homme que tu es aujourd'hui? Je pense que ça correspond toujours parce que... En fait, déjà, souffrance, aux États-Unis, il y a plein de mecs qui s'appellent Pain. C'est ça, mais ça sonne différemment. Genre, T-Pain. Ouais, mais ça sonne pas pareil. Oui, mais parce que nous, pour nous, Pain, voilà, il n'y a pas de connotation. Ouais, il y a toujours un côté un peu genre chantant, un peu genre Pain, tu vois. Pain, mais en réalité, ça veut dire souffrance. Ouais, pareil. Tu vois, ça veut dire souffrance. Donc le mec, il s'appelle souffrance. Tu le traduis, c'est souffrance. Enfin, je sais pas si c'est la traduction exacte. Je sais pas. En fait, c'est ce genre la peine. Donc voilà. Ensuite, moi, je m'appelle souffrance par rapport à un vécu personnel. Et aussi par rapport à le délire de me rapprocher de la France d'en dessous, tu vois, ce qu'on appelle la France d'en dessous. Et aussi, ce blaze souffrance, je le porte parce que pour moi, la souffrance, elle est universelle. C'est-à-dire que c'est un sentiment, peu importe d'où tu viens, peu importe tes origines, peu importe ta classe sociale, peu importe ta manière de penser, tes opinions politiques, peu importe tout ça, la souffrance, tu l'as connue un jour ou l'autre. Peu importe, même t'es multimillionnaire, t'as connu la souffrance à un moment donné, c'est sûr à 100%. Donc c'est un sentiment universel. Après, c'est vrai que ce blaze, c'est aussi un frein à l'écoute de ma musique, parce qu'il y en a pas mal, ils disent « Oh putain, il s'appelle Souffrance déjà, le gars, oh, je vais me faire chier là, j'ai pas envie de taper le truc, tu vois. » Mais je porte ce blaze et il me correspond toujours. Pourquoi? Parce que aussi, moi, quand je rappe, tu vois, je mets pas de... En fait, je peux rapper au présent d'un truc que j'ai vécu il y a 15 ans. Comme je te dis, j'ai plus envie de me mettre de barrières artistiques. Donc aujourd'hui, je peux te rapper ce que j'ai vécu hier et ce que j'ai vécu il y a 15 ans dans la même phrase, au même moment. En fait, moi, je suis un artiste. Je suis pas un journaliste. Je suis pas un essayiste. Moi, je suis un colporteur de rumeurs. Dans mon rap, c'est pas forcément que des vérités. Tu vois, je suis pas là. Je suis là pour raconter des histoires, pour faire rêver aussi. Donc, mon rôle, il est multiple. Et je suis pas là pour arriver et je suis pas un journaliste du ghetto ou un journaliste de cela. Moi, c'est un univers que j'ai dans ma tête et que je transpose vers la réalité. Et c'est ça qui m'intéresse de fou, moi. C'est, en fait, ce qui est fou dans ce qu'on fait, c'est quand tu as des choses en tête et que tu arrives à les matérialiser en réel, c'est quasiment magique. Franchement, c'est quasiment magique de se dire, tu as une idée de clip et tu vois ton clip ensuite en réel. Et ça, je pense que c'est un des plus grands plaisirs de la vie, ce truc-là. Ben, c'est magnifique. En vrai, sur l'interview en elle-même, on peut terminer là-dessus. Yes. Merci beaucoup. Yes, merci à toi. Ouais, il y a des petites questions que je vais poser, vraiment en 2-2, et tu me répondras le plus simplement possible. Ok. Alors, c'est des questions toutes bêtes. Alors, une chanson qu'on n'imaginerait pas que tu écoutes. Barbara, l'oiseau noir. Ok. Ou l'aigle royal, je me rappelle plus comment il s'appelle. L'aigle noir. Ouais. Barbara, l'aigle noir. Je sais que ça fera très plaisir à quelqu'un que je connais, ça. C'est une fan de Barbara de fou. Ok. Un truc que tout le monde aime, mais que toi, tu détestes. Peu importe quoi, une personne, un artiste, ou peu importe. Ah putain, moi, je suis pas dans la détestation. Je suis pas dans la détestation. Même pas une graille que tout le monde kiffe que t'aimes pas? Bah, ça va être le show de Bruxelles. Les olives, bah le chou de Bruxelles, mais tu me dis que tout le monde aime. Tout le monde déteste le chou de Bruxelles. Ouais, donc la betterave. Ouais, franchement, j'ai pas un truc que je déteste là comme ça et que tout le monde aime. Et du coup, l'inverse, un truc que toi tu aimes et que t'as l'impression que les gens ils kiffent pas trop. Les échecs. J'aime bien les échecs. Ouais. Le frère, il a validé. Alors, comment tu définis ton style vestimentaire? En plus, tu as ton projet automne-hiver, tout ça. Mon style vestimentaire, je le définis par Da Gang.
Jamal, mon styliste, le meilleur styliste sur la place. Il est incroyable. Grosse force à toi, mon frérot. Shout out à lui. Aïe. Une perf live qui t'a foutu une gifle. Une quoi? Une performance live. Une performance concert, live. Que t'as vécu ou que t'as vu. Ben PLG. Ben PLG, très très fort sur scène. Très très fort. Un morceau qui t'a donné envie de rapper. Nas, New York State of Mind. Magnifique, la base. Le GOAT rappeur, le meilleur rappeur d'histoire, pour toi. Pour moi, aujourd'hui, tu peux plus dire qui est le meilleur, mais moi, je dirais Biggie, Notorious Big. Voilà. Valid day. Du coup, dernière question, et c'est posé par un artiste, parce qu'en fait, ce qu'on fait maintenant, c'est que l'artiste qui a fait une interview avant, il pose une question à l'artiste qui arrive après. Okay. Et du coup, il s'appelle Call Joe Bastard, et il te demande comment tu vas t'habiller pour ton prochain clip. Jamal, Da Gang. Lui seul a la réponse à cette question. Shout out à lui. Yeah. Une question pour la prochaine personne, Hugo? Pour la prochaine personne, quelle question je pourrais poser à un artiste? Est-ce que tu es heureux? Bah, c'est parfait, merci beaucoup mon vieux, merci d'être passé, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, force, c'était lourd.